Comment on aide des entrepreneurs à passer de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires à des dizaines, des centaines de millions de chiffre d'affaires? On a des freins pour le développement à l'international, mais on a aussi des atouts. Le premier financement qu'on a eu, c'était via la French Tech aussi, qui nous ont connectés. Je pense qu'on tombe sur les mêmes points de multiculturalité. Chez Nvidia, par exemple, la politique, c'est de ne pas bouger les gens, c'est-à-dire les talents. J'ai le plaisir d'avoir avec moi, compléter ce panel, Andrea Ingles, qui est cofondatrice et présidente d'Illumo Robotics, des solutions robotiques intelligentes pour la préparation de commandes, dont le processus pick-to-tote consiste à retirer les articles d'une étagère ou d'un bac et à les placer dans un bac en plastique pour faire vos commandes. Voilà. Et tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. On a également le plaisir d'avoir Serge Palaric, vice-président Alliance et OEM IMEA AI Nation France chez Nvidia. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nvidia, ça a été fondé en 1993 et c'est le leader mondial de l'informatique accélérée. Leur invention du GPU en 1999 a stimulé la croissance du marché des jeux vidéo et redéfini les graphiques informatiques, révolutionné l'informatique accélérée, déclenché l'ère de l'intelligence intelligente moderne. Ça, c'est un beau CV, hein, ça fait pas mal. À côté de toi, on a notre ami Jean-Claude Rassou, CEO de Nanomade, qui est spécialisé dans la fourniture de capteurs de déformation de pointe, réputés pour leur sensibilité inégalée, leur finesse, leur flexibilité et leur intégration transparente dans diverses applications. J'ai oublié de dire que Andrea est aussi au board de la French Tech et Toulouse, et ça va nous être utile dans la conversation un petit peu plus tôt. Je viens de revoir le coq, mon œil au coin, donc ça c'est un beau coup marketing du gouvernement français. Merci Fleur Pellerin à l'époque. Et puis Michel Paulin, directeur général de OVH Cloud. J'espère qu'on l'a bien écrit cette fois-ci. Parfait, on a bien mis OVH Cloud. Je ne vais pas représenter OVH Cloud pour ceux qui étaient là il y a quelques... Maintenant, de ce côté-là, mais alors de l'autre côté, ils l'ont corrigé. Alors, on se pose la question du développement des technologies françaises, de la tech française à l'international. Et pour ça, on va peut-être se poser la première question qui est de se dire, et on va le faire très à la française, c'est quoi les obstacles? C'est quoi ce qui nous bloque aujourd'hui pour se développer? On va commencer par le négatif. Comme ça, après, on terminera sur une note un peu plus positive. Peut-être, Serge, est-ce que tu as un ou deux points qui font que c'est difficile pour des entrepreneurs français d'aller se développer à l'étranger? Je crois que c'était difficile. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique depuis plusieurs années, et grâce aux initiatives qui ont été prises par le gouvernement aussi, sur les startups, sur tout ce qui a été mis en place, de pousser les startups à l'international. Après, je pense, et je crois que Michel l'a dit dans son intervention précédente, je pense qu'il faut aussi ne pas hésiter à aller faire les démarches, à aller voir des gens, parce qu'en fait, c'est pas par des vidéo calls, par des Teams qu'on arrive à créer une relation, et tout dépend des relations en fait qu'on peut avoir avec les gens. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller, mais il faut avoir quelque chose de, je dirais, de disruptif, comme on dit. Il faut amener quelque chose. Il faut toujours se poser la question, quel est le marché que je veux adresser où il n'y a personne aujourd'hui? Comment je pars de zéro business et que je monte sur un gros business? Et on va y aller étape par étape. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de facilité. On le voit bien avec des sociétés, on a parlé de Mistral avant, on voit bien avec des sociétés comme ça qui rayonnent maintenant, non pas uniquement en France, à travers l'Europe et aux États-Unis aussi. Andrea? J'ai quelques sujets là-dessus que j'aimerais rebondir. En tant que start-upeuse qui a commencé il y a 5 ans, donc voilà, je n'ai pas la science infuse du tout, mais en tout cas, c'est pas si facile quand même. Ça dépend du pays. Nous, on est allé en Espagne. C'était le premier pas qu'on a fait, mais parce que je suis espagnole à la base, donc en fait, c'était très facile. J'avais déjà le network, je parlais déjà la langue. Il y avait presque personne dans le marché. Et donc, les gens aiment plus parler, faire du business avec des gens où on partage la langue et on partage la culture. Mais dès qu'on se dit, on va partir en Allemagne, on va partir au UK, tout le monde nous dit, attention, c'est pas si facile là-bas. Même si l'anglais reste quand même utilisé, c'est la langue principale du business, bien sûr, en Angleterre. En Allemagne, tout le monde parle anglais. Mais il y a beaucoup de gens qui se... En tout cas, j'ai parlé pas mal, je me suis un peu renseignée avant de faire la table ronde. Je parlais avec des start-upers qui ont fait le saut. Ils me disent, Conto, par exemple, il a eu une croissance externe en Allemagne parce qu'il n'arrivait pas à percer. Et quand même, Conto, voilà, il a pas mal de puissance. Quand on essaye de sauter le pas aux US, en fait, à l'inverse, c'est plus facile. Être américain et passer en Europe, c'est beaucoup plus facile qu'être européen et passer aux US. Je parlais pareil avec des start-upers qui
qui ont vendu avec... il y a un gros exit à San Francisco. Ils me disaient, pourquoi tu te poses la question en fait de l'international? Nous, on a eu les premiers 10 clients, c'était tout autour du monde. Mais après, ils ne partaient pas du même capital en fait. En France, faire le premier pre-seed ou seed, ce n'est pas du tout le même montant qu'on a de fonds aux US. Après, sûrement, c'est beaucoup plus facile qu'avant, j'en suis sûre. Alors, Michel, on parlait de l'accès aux capitaux, des fonds. Tu dis que ce n'est pas les mêmes pre-seed qu'on peut avoir. À OVH Cloud, vous êtes présent vous avez des clients dans 140 pays, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ce développement à l'international. Non, je voudrais peut-être rebondir sur la question parce que je pense qu'un des problèmes structurels qu'on a quand on est français ou européen, c'est que le marché qui est autour de nous, il est fragmenté. Contrairement aux États-Unis ou en Chine, où l'Inde même, l'Inde est complexe parce que d'un point de vue réglementation, c'est très complexe. Mais si on prend les États-Unis aujourd'hui, vous avez un marché potentiel de 300 millions d'utilisateurs qui n'est pas totalement unifié parce que c'est pas tout à fait vrai. Il y a des choses de taxes, etc. Mais quand même, c'est à peu près la même chose. Et donc, si vous voulez avoir une stratégie aujourd'hui, vous avez structurellement une difficulté quand vous êtes européen pour adresser déjà ceux qui sont voisins. Et je pense que ça joue beaucoup dans la complexité de la langue, des problèmes de taxation. Il faut déposer des statuts. Pour moi, ça s'améliore de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de l'aide à l'export, il faut se faire conseiller, il faut le faire. Et deuxièmement, c'est le digital. Le digital, c'est le moyen qui permet de faire en sorte qu'on puisse adresser des marchés sans avoir à investir massivement. Et donc, on réduit une partie de la complexité. Mais la fragmentation aujourd'hui du marché européen, pour moi, est quelque chose qui est aujourd'hui structurellement extrêmement complexe. Et on pourra avoir marché unique, etc. On n'en est pas là, rien que la langue. Après, il y a un autre sujet quand même qui est important. On l'a aux États-Unis, la culture de la Californie, c'est pas la culture du Middle East, etc. Les cultures locales, sur un certain nombre de métiers, sont très différents. Et donc, il faut les comprendre, il faut les analyser. Surtout si on fait du B2C, c'est pas le consommateur allemand, c'est pas le consommateur français. Déjà, le consommateur français, c'est une moyenne. Donc, moi, le seul conseil que je donne, et c'est pas des conseils, c'est nous, au VH Cloud, on a fait le choix, il y a longtemps, c'était avant que je n'arrive, d'y aller. Et donc, de prendre le risque. Et donc, de faire l'effort, de se dire, on va se planter, mais même mes enfants qui sont extrêmement doués sont tombés souvent avant de pouvoir marcher. Donc, je pense qu'il faut savoir tomber plusieurs fois. Et après, on retombe sur les sujets de financement. Parce que pour pouvoir se permettre de tomber, pour pouvoir permettre de faire des erreurs, il faut avoir la capacité de financement et des fonds propres. C'est ça un des enjeux pour moi. Parce que si vous regardez toutes les boîtes américaines, souvent elles tombent et elles se relèvent très vite parce qu'elles ont la capacité de financement pour se relever. Oui, alors je vais prendre une analogie parce que ça fait 20 ans que je suis aux États-Unis, dans le Colorado. Et la première analogie, moi j'ai 4 enfants qui ont appris à faire du vélo. Et quand on était en France, les petits, ils tombaient, on disait « Ah, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois, etc. » Quand mes 2 derniers qui sont américains, quand ils tombaient de vélo, on disait hey, « C'est génial, t'as vu, t'as avancé d'1 mètre. » Et ils remontaient sur le vélo et « Vas-y, continue, vas-y. » Et ça explique aussi une partie de la différence de culture. Jean-Claude, ton développement à l'international, c'est quoi tes freins aujourd'hui ? Je pense qu'on tombe sur les mêmes points de multiculturalité, c'est-à-dire qu'il faut comprendre la personne business qui est en face de vous, comment elle va ne serait-ce imaginer un partenariat, imaginer un contrat. Ça, c'est pas facile, donc des fois, il faut de l'aide locale pour ça. Il y a aussi des fois une compréhension aussi des écosystèmes. Moi, je suis parti à Taïwan il n'y a pas longtemps. Pourtant, je savais que Taïwan était un endroit, mais quand on y va et qu'on comprend la force de l'écosystème en électronique qui est là-bas, j'ai fait ah ouais, d'accord. En fait, c'est beaucoup plus puissant que ce que je pensais. Et du coup, ça ouvre des portes parce que du coup, quand on comprend ces écosystèmes à l'étranger, ça permet aussi d'avoir des stratégies qui viennent faire du leverage sur le business et aussi comprendre le niveau. Parce que du coup, le niveau étant élevé, on se dit, oui, il faut vraiment qu'on arrive avec des produits qui soient vraiment différenciants par rapport à des gens qui comprennent vraiment bien le sujet. Alors, on a des freins pour le développement à l'international, mais on a aussi des atouts. On a la tech française. Michel, tu le disais très bien, les ingénieurs français sont extrêmement bien reconnus à travers le monde. Moi, j'ai un déjeuner des ministres, du cabinet des ministres chez Google à Boulder, au Colorado, une fois par mois avec des Français. Et ils sont très bien là-bas, ça se passe très bien. Mais Serge, pour toi, qui connaît bien ce métier et pour supporter avec les NVIDIA et les GPU énormément d'écosystèmes, qu'est-ce que tu vois dans la tech française qui est un facteur gagnant, un facteur de développement et qui est peut-être unique, qui est peut-être fort? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, je pense qu'on a des atouts en France, on a les écoles, on a les formations, on a beaucoup de mathématiciens, et dans l'IA et dans le Gen AI, c'est quand même très très important. Chez NVIDIA, par exemple, la politique, c'est de ne pas bouger les gens, c'est-à-dire les talents,
je trouve un talent à Toulouse, il va rester à Toulouse. À moins que lui dise je veux aller chez Nvidia aux États-Unis, auquel cas on verra, mais on garde les talents où ils sont. C'est quand même une politique qui est là depuis des années et des années, et on veut que les gens s'épanouissent dans leur vie professionnelle, mais dans leur vie aussi personnelle, on en parlait tout à l'heure, et dans leurs priorités. Chez Nvidia, on voit bien, il y a eu des annonces, par exemple d'AWS qui dit « je veux tout le monde au bureau ». Chez Nvidia, même bien avant le Covid, les gens travaillaient en remote, ils venaient au bureau, ils travaillaient en remote, etc. Comme on dit chez Nvidia, le boss, c'est notre mission qu'on a à faire, chacun d'entre nous. On est un peu dispersés un peu partout, nos boss sont un peu partout. Donc voilà, mais on a vraiment des talents en France, et on le voit bien avec des sociétés qui émergent. Et puis quand vous regardez les grands mathématiciens, ils sont quand même français, pour la plupart. Alors Andrea, pour toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir Toulouse et la France? Je voulais juste revenir sur ce qu'il vient de dire justement Serge. Je dirais qu'ils sont très connus pour la partie théorique, chose que justement ça contrapose avec plus l'expertise plus pratique, disons, d'autres pays. Sinon, moi, ce qui m'est fait arriver, en fait, j'étais ingénieur aéronautique à la base. J'ai fini mes études en France parce qu'il fallait partir. En fait, il y avait une espèce de must, de besoin d'aller voir l'international pour tout ingénieur qui veuille ouvrir un peu ses portes. Et donc, en fait, voilà, j'ai choisi la France pour la langue, parce que l'aéronautique est très importante ici en France. Et je cherchais justement ce point de vue un peu différent. Et donc, quand j'étais là, ça faisait déjà 5 ans que j'étais en France, j'ai décidé de créer la boîte. Et en fait, j'ai cherché un peu ce qu'on disait avec Serge, cette vie, cet équilibre perso-professionnel. Et en fait, je l'ai trouvé sur Toulouse. Aussi, la culture espagnole qui est un peu présente, ça a un peu aidé aussi. Mais voilà, je pense que dans la génération actuelle, de plus en plus importante, comme je disais, non, c'est cette partie équilibre. Et venant d'Espagne, quel est ton regard sur les forces de la tech française? Donc effectivement, j'étais très bien surprise par rapport à la formation théorique. Chose qu'en Espagne, nous forme aussi, on a un peu ce background plus théorique que pratique. Mais voilà, j'étais bien surprise là-dessus. Et aussi, c'est un peu plus, je dirais, influencé par les US que l'Espagne. Pas tout le monde, mais on voit cette influence. Et on est très bien vu par les Américains. On aime bien la boulangerie française, c'est très bien vu aux US. Mais oui, en fait, la France, je dirais que c'est pour moi un bon entre-deux. Okay. Jean-Claude, une ou deux forces que tu remarques sur les technologies françaises pour aller se développer à l'étranger? Non, je pense que c'est un peu ce qui m'a été dit. Je pense que le niveau de la recherche française est quand même fort, et que tous ces écosystèmes de recherche qu'on a en France permettent de faire des choses assez différenciantes, à faire des choses qui peuvent aborder un marché de manière très compétitive par rapport à un différenciateur technologique. Donc ça, c'est clair que c'est un des gros atouts. Bon, après, bien sûr, il y a tout l'écosystème qui vient avec après au niveau de Business France ou la French Tech, etc., qui vient l'aider. Mais c'est vrai qu'au départ, ça passe quand même par des labos de recherche. Enfin, en tout cas, sur les technologies un peu deep tech, enfin, nous, on est un peu deep tech. S'il n'y a pas les labos de recherche, c'est quand même compliqué. Moi, je voudrais donner quelques chiffres. Si on prend le secteur de la tech française et on prend les éditeurs de logiciels, le quantique, les sociétés qui font de l'IA, ceux qui sont dans le métavers et ceux qui sont dans le cloud. Donc on prend ces sociétés-là. C'est à peu près 5000 sociétés en France. Donc c'est riche. Et je parle bien des sociétés françaises, hein. Je ne parle pas des sociétés filiales d'un grand groupe. Je parle des sociétés dont la maison mère est en France. Et ça prouve qu'il y a un terreau extrêmement puissant aujourd'hui d'entrepreneurs qui créent des entreprises. Mais si on se compare, tu as parlé de Taïwan, si on se compare avec la Corée, alors je ne parle même pas des États-Unis et de la Chine, je pense que le vrai problème, et ça fait 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et ça croît à plus à 2 chiffres par an. Ça crée des emplois chaque année. Donc aujourd'hui, c'est une filière qui, quand on la regarde de loin, est une filière qui est extrêmement dynamique. Il n'y a pas beaucoup de secteurs aujourd'hui en France qui, depuis 10 ans, font 10% de croissance minimum tous les ans. Mais elle souffre de 2 choses. La première, c'est que sa part de marché mondiale diminue. C'est-à-dire que si on prend la France et on regarde ce qu'elle vend à l'international, elle diminue. Sa part de marché en France diminue. Donc c'est un peu préoccupant. Et la deuxième chose qui, pour moi, c'est qu'il y a, et on le voit, la force de Taïwan, ou vous prenez Israël, vous prenez la Corée, c'est qu'il y a beaucoup de toutes petites entreprises. Et un des problématiques qu'on a pour aider à l'international, c'est qu'il faut des tracteurs, il faut des champions, qui soient des gens. Et aujourd'hui, les sociétés qui dépassent le milliard de chiffre d'affaires dans la tech, il n'y en a pas. Il y en a peu. Il y a Dassault Systèmes, il y a le gaming avec Ubisoft, nous, voilà. Mais
Il y a plus d'entreprises dans la cybersécurité de plus de 500 millions d'euros en Israël, qui est une économie beaucoup plus petite, qu'en France. Donc je pense qu'un des vrais défis que nous devons avoir collectivement, et on retombe sur le collectif, il n'y a que le collectif qui arrivera, et qui crée des écosystèmes comme Taïwan, et qui font que ces gens-là vont avoir les moyens d'exporter et d'aller à l'international, c'est d'arriver à scaler. Ce n'est pas tellement à créer. Je pense qu'aujourd'hui, le venture, aujourd'hui, ça marche plutôt bien. C'est scaler. Comment on aide des entrepreneurs à passer à l'étape supérieure, à passer de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires à des dizaines, des centaines de millions de chiffre d'affaires. Andrea, est-ce que toi, en tant que membre du board de la French Tech maintenant, j'ai profité de ça sur le scale-up, sur le développement, l'accompagnement, quand on va au CES, donc le Consumer Electronic Show à Las Vegas, le stand, enfin la partie French Tech, innovation, c'est la deuxième plus grosse après les États-Unis. Donc on a le numéro 1, c'est les États-Unis avec le nombre de startups. Le numéro 2, c'est la France, devant Taïwan, devant la Chine, devant ça. C'est une vraie fierté quand on y va. Qu'est-ce que pour toi, avec ton implication à French Tech, qu'est-ce que ça t'amène? C'est pour aider à développer, pour aider ton entreprise, pour aider à aller aider d'autres entrepreneurs à créer, à se développer à l'international? Si j'ai bien compris, la question c'est pourquoi je me suis associée à la French Tech. Oui, en fait, tes motivations qui font qu'aujourd'hui, tu penses que la French Tech est un bon vecteur pour aider à ce développement. En fait, je suis rentrée dans la French Tech parce que j'ai vu ce que ça pouvait faire. En fait, sur chaque premier pas qu'on a fait, la French Tech a été toujours là d'une façon ou d'une autre. Par exemple, la première fois que... Après, bon, ça m'a... Sur Toulouse, il y a Invest Toulouse qui m'a amené ici sur Toulouse. Mais la suite, ça a été le premier client qu'on a signé. Ça a été grâce à qu'ils nous ont fait les intros, ils nous ont connectés en fait. Le rôle de la French Tech, c'est surtout connecter des gens qui peuvent s'entraider. Après, par exemple, le premier financement qu'on a eu, c'était via la French Tech aussi, qui nous ont connectés. Donc, en fait, c'est super important, ce que disait justement Michel, c'est cette communauté. À la fin, on va y aller ensemble. Et c'est ça qui m'a amené à te dire, j'ai été aidée, maintenant je vais essayer de connecter des gens qui peuvent s'aider et essayer de ramener toutes les informations et l'expérience que j'ai pu avoir, justement pour entraider directement si je peux. Et toi, Jean-Claude, pour le développement à l'international, tu parlais que tu avais été accompagné. Quels sont les vecteurs qui t'ont aidé? Oui, de toute façon, classiquement, je pense que c'est les missions qu'on peut faire avec Business France sur différents salons dans le monde. Je pense que c'est... Bon, il faut avoir un peu de budget quand même, sauf s'il y a des fois il y a des aides, mais c'est vrai qu'il faut avoir du budget. La French Tech aussi, j'ai eu une bonne expérience à Taïwan parce qu'il y avait un événement French Tech où j'ai présenté et finalement, le responsable de la French Tech m'a mis en connexion avec un distributeur à Singapour, donc rien à voir avec Taïwan. Et on est en train de bien avancer avec lui. Donc, quelque part, cette notion de mise en connexion, c'est très important. Parce qu'il faut aller chercher ces opportunités-là. Parce que le business, il n'arrive pas le matin devant sa porte. Il faut aller voir chercher. Et notamment à l'international, d'avoir cette aide et cette structure. Ça, on a la chance, je pense, en France, d'avoir toutes ces structures qui sont là un petit peu partout dans le monde pour donner le petit coup de pouce qui va faire qu'à un moment, on pourra réussir. Oui, il y en a beaucoup. On parle de Business France. Moi, je suis conseiller du commerce extérieur de la France. On est une ressource gratuite pour aider à notre échelle ou en tout cas conseiller les entrepreneurs qui souhaitent se développer. Et encore une fois, pour vivre aux États-Unis depuis 20 ans, la diaspora française est aussi très en support des développements d'entrepreneurs, de jeunes et d'entreprises. Moi, j'ai aidé Danone à venir s'installer au Colorado. C'est une acquisition de 5 milliards de dollars, donc on était sur des grosses échelles aussi. Donc eux aussi font de la tech, mais dans le développement de nouveaux fromages. Serge, alors, toi, tu dois voir les tendances avec les ventes des cartes, avec les GPU, etc. Qu'est-ce que tu vois comme belle tendance française qui s'exporte bien à l'étranger? Je pense que, de toute façon, Michel l'a dit, OVH Cloud a un programme startup, NVIDIA a un programme startup. C'est aussi dans notre mission de mettre en avant les startups qui sont dans notre programme et tu parlais de réseaux, de discussions, etc. On a fait des speed dating dans des grands groupes où on invitait des startups à présenter leurs solutions, classées par verticaux, etc. Et ça, je pense que ça fait partie de notre mission. C'est bien de travailler sur nos technologies, que les startups travaillent sur nos technologies, mais c'est aussi à nous de les aider à grossir et à s'introduire dans des grandes entreprises. Alors la tendance que je vois, c'est que si on parle de l'IA et du Gen AI, je pense qu'on en est au début.
On en est au début de cette nouvelle technologie. Il y a des gens qui disent que c'est une bulle. Je pense que c'est pas une bulle. Je pense que de toute façon, on y est déjà dedans. Je pense qu'on va découvrir des choses dans les années qui viennent. On est parti de ChatGPT qui a été effectivement une vision disponible pour nous tous, je dirais, sur tous les devices qu'on peut avoir, nos téléphones, nos PC, etc. Après, il y a eu tout ce qu'on appelle le RAG. Maintenant, il y a les multimodèles. On va s'arrêter où? On verra. Mais ça va continuer d'évoluer. Et aujourd'hui, les entreprises n'ont pas bien le choix que d'embarquer dans ce train. Le tout, c'est d'être dans la locomotive et pas d'être dans le dernier wagon. C'est ce que je dis toujours. Et donc, après, il y a des solutions diverses et variées. Il y a des GPU, mais il y a d'autres choses. Et je pense que c'est pas forcément, et on en a parlé un petit peu avant dans les sessions, je pense que c'est pas forcément une histoire de GPU, de hardware, comme on peut le penser. C'est aussi beaucoup une histoire de logiciel et de ce qu'on peut apporter effectivement aux startups, aux entreprises comme briques pour développer leurs propres applications. Nous, on ne développe pas les applications. On veut créer des écosystèmes et on veut que chacun dans les écosystèmes vive et puissent apporter leur pierre à l'édifice. Et on travaille avec OVH Cloud aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et on pense que chaque pays doit décider de sa souveraineté, comme dit Michel, doit décider de sa souveraineté et doit investir aussi dans sa souveraineté et définir leur feuille de route et ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, ce qu'on a pu voir depuis des années, c'est qu'il a manqué beaucoup de puissance de calcul, par exemple en France. C'est en train d'évoluer et donc ça n'aide pas les startups. Ça n'aide pas les startups à avoir accès, à travers OVH Cloud par exemple, à de la puissance de calcul. Et là, je pense que Michel et son équipe ont fait un super boulot en donnant accès à ces ressources que les startups vont pouvoir utiliser. Et ça, c'est un vrai plus pour notre écosystème français parce que en fait, vous n'allez pas aller souscrire des contrats chez X ou Y, mais vous allez avoir besoin de 2 heures de puissance GPU que vous allez prendre chez OVH Cloud pour runner vos modèles, et puis vous allez revenir, vous allez revenir, vous allez revenir. En fait, c'est comme ça que je vois les choses. Et Michel, sur les grandes tendances de la tech française que tu vois se développer à l'étranger? Alors que je vois se développer à l'étranger, j'ai envie de dire que ça commence d'abord en France, parce que si on veut aller s'exporter, il faut le faire. Il est clair que, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de bulle sur l'IA. Il y a un vrai enjeu sur l'IA qui concerne tout le monde. Pas que la tech d'ailleurs, hein, puisque ça dérive sur à peu près tout. Et je pense que ça va être un phénomène qui va être aussi invasif que a été l'Internet. Pour ceux qui, de ma génération, savaient ce que c'est qu'avant l'Internet et après l'Internet. En tout cas, des protocoles TCP/IP et compagnie qui sont arrivés. Donc je pense que l'IA est une des domaines les plus importants. Ce qui est intéressant de voir sur l'IA, c'est ce que tu disais, c'est que je pense qu'il faut 4 choses pour faire de l'IA. Il faut de la donnée, il faut des infras, des GPU, de la capacité, il faut des logiciels, parce que tout ça, ça doit traiter. Et puis, de plus en plus, il faut des compétences. C'est l'intelligence artificielle, mais ça demande beaucoup d'intelligence. Surtout pour ceux qui ne sont pas des pros de l'IA, c'est-à-dire ceux qui vont utiliser l'IA en utilisateur et qui vont mettre ça, je sais pas, dans les laboratoires Fabre, dans des sociétés de transport, des choses comme ça. Et donc là, il va falloir leur simplifier la vie, parce que si on leur donne que les briques de base telles le Lego, c'est bien compliqué. Et donc, je pense qu'il y a là aussi un enjeu, il y a une tendance à de plus en plus de former les gens pour être capable de comprendre ces enjeux-là et à les intégrer pour pouvoir faire en sorte que ce soit un quotidien. À l'international, je pense qu'on retombe sur le vrai sujet. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, quand on voit Mistral et la capacité de Mistral, qui est un compétiteur à ChatGPT, à un Llama ou à tous les algorithmes aujourd'hui, moi je pense qu'il faut les aider massivement pour qu'ils puissent survivre dans une course dans laquelle, globalement, l'écosystème américain dépense 6 fois plus. Oui, parce qu'ils ont levé 400 et quelques millions d'euros cet été, à peu près. Oui, donc la majeure partie était d'ailleurs sur des fonds américains. Exact. Donc c'est très intéressant. Donc je reviens sur un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais donc je pense qu'à l'international, il faut aider ces entreprises-là. Alors il y a plein de structures qui les aident, mais je pense qu'on doit tous les aider pour justement passer des étapes. Moi je pense que le vrai défi aujourd'hui de la tech française à l'international, c'est d'arriver à passer des étapes. C'est de monter à des tailles qui font que les capacités aujourd'hui d'investissement, donc de R&D, parce que tout ça c'est un cercle qui est vertueux ou vicieux, permettent de le faire. Et quand on veut aller à Taïwan, ça coûte cher. C'est compliqué, c'est exigeant. Donc il faut avoir les moyens. Donc comment on aide l'ensemble de la filière à faire ce sujet-là? Après, je vais être très modeste, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aujourd'hui des très bonnes idées dans des sujets qui ne sont pas hype et qui marchent super bien. Donc il faut trouver, quand je disais, il faut être disruptive et il faut trouver son bon truc. Il n'y a pas que l'IA, c'est la grande tendance, mais il n'y a pas que ça. Oui, il y a plein de domaines dans lesquels le Blue Ocean, cet espace d'océan vide qui est là et il suffit d'avoir la bonne idée. Et puis l'exécution.
qui va derrière. En termes de support à l'international, on a plein de structures. On a effectivement Business France. Pour toi, Jean-Claude, est-ce que c'est assez clair où est-ce qu'il faut s'adresser quand tu veux te développer à l'étranger, ou est-ce qu'il y a encore des flous? Je pense que c'est clair, mais après, je ne connais peut-être pas toutes les possibilités. Mais a priori, je pense que c'est quand même assez clair. Ouais, j'ai pas trop de... Demain, tu veux aller en Espagne, tu sais où tu vas t'adresser? Oui, tout à fait. Déjà, on peut déjà prendre conseil auprès de son correspondant BPI, déjà. Et après, de toute façon, moi, j'ai un contact Business France, je l'appelle et je veux aller là. Et là, on monte quelque chose sur le pays en question avec les gens qui sont en local. On explique ce qu'on veut faire, etc. Donc, c'est plutôt assez bien fait. Donc, les entités du gouvernement français... Oui, je trouve qu'il y a du ça. support. Ouais, on ne peut pas dire il y a du bon support. Pour une fois, on peut dire du bien de l'administration. Tout à fait, ouais. C'est ça. Ouais, super. On a le temps de prendre peut-être une ou deux questions dans le public. Alors, vous m'avez vu agir tout à l'heure, donc si vous ne levez pas les doigts, je viens à vous. Voilà. Bonjour, j'ai l'impression, que Karim Manard de Sobri, j'ai l'impression que dans le titre de l'énoncé, il manque un échelon qui est celui de l'Europe, que j'ai peu entendu parler. Et j'ai l'impression que pour les startups telles que nous sommes, il y a un peu cette tradition en France de from local to global. En fait, on commence petit, dans notre région nationale, mais il manque, à mon sens, l'échelon européen où potentiellement on peut être plus pertinent. Je vous donne un exemple, je suis dans le numérique responsable, donc je m'attaque à effectivement réduire la consommation énergétique et l'impact carbone. On a la chance en France d'avoir une électricité qui est fortement décarbonée et pas très chère, ce qui n'est pas le cas par exemple en Pologne, où on a un ratio de 1 à 7 en termes d'impact carbone, ou par rapport au Danemark, où on a un ratio de 1 à 3 ou 4 par rapport au prix de l'électricité. Et je trouve que justement, pour moi, il manque de structures collectives, enfin fédérales entre guillemets, qui aident ces startups à pouvoir évoluer très très vite, de scaler très vite au niveau européen. Ou est-ce que vous avez des cas d'exemple qui vont à contrario ou à vos petits actes sur cette question? Moi, je peux peut-être répondre au niveau... Enfin, tout ce que j'ai dit, ça s'applique à l'Europe ou à l'international. On a eu les mêmes aides pour aller en Allemagne, par exemple. Il n'y a pas de... C'est vraiment en dehors de la France, Europe compris. Et je ne fais pas de différence entre l'Europe et puis le reste du monde, quelque part, au niveau des... Enfin, c'est une question de segment de marché, bien sûr. Mais il n'y a pas vraiment de différence, en tout cas, sur les structures qui permettent d'aider au déploiement. En tout cas, vu de ma vie de start-upper. Je partage ce que tu dis. Je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, le soutien qu'apportent aujourd'hui les différents organismes à l'export, que ce soit Europe ou que ce soit les Philippines, finalement, alors c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes, mais c'est similaire. La seule différence que je vois, c'est la monnaie. Voilà. Donc là, d'un point de vue fiscal, c'est complexe, mais d'un point de vue monnaie, surtout si on fait du digital, ça simplifie aussi un certain nombre de choses. Donc je pense que, mais après, moi la conviction que j'ai, c'est qu'il faut penser à l'international en fonction de son marché, pas en fonction de la géographie. C'est-à-dire que c'est pas simple, parce que penser que son marché il est à Manille, c'est compliqué. Mais il faut réfléchir d'abord et surtout connaître le marché. Donc c'est vrai que la tentation, c'est d'aller en Espagne parce que c'est à côté, surtout de Toulouse, parce que c'est plus simple et c'est normal. Mais il faut d'abord réfléchir au marché parce que c'est quand même le client à la fin qui décide. Je rajouterai une petite touche juste. On ne s'en rend pas compte, mais le décalage horaire a un impact fort, très très fort. Quand on a l'équipe ici en France et en fait on a les commerciaux ou une petite équipe, surtout si on est de la côte ouest, il y a un impact fort là-dessus. Voilà, il faut juste le prendre en compte, ça n'empêche rien. Mais voilà, juste un petit. On a une autre question par ici. Bon, alors il y a eu déjà des éléments de réponse, donc oui, pardon. Je m'appelle Sylvie, je suis cofondatrice d'un cabinet de conseil en innovation. Et j'avais une question donc, par rapport à l'internationalisation et l'export. Donc, on a dit qu'effectivement, partir du local pour aller au global, à l'international, c'est compliqué. On a parlé de s'internationaliser au niveau européen. On a parlé de l'échelon européen. Mais moi, j'ai une question. Concrètement, est-ce que s'internationaliser à l'Europe et s'internationaliser en dehors de l'Europe, c'est très différent ? Est-ce que l'Europe, en tant qu'entité politique, a une volonté et un accompagnement spécifique pour exporter les startups européennes, qu'elles soient françaises ou autres, en dehors de l'Europe? Et au-delà de ces financements et de cette aide publique que l'Europe peut apporter, est-ce qu'on a des financeurs, des business angels, des VC européens et de classe européenne qui travaillent sur justement apporter des fonds aux entreprises européennes, et encore une fois, je parle bien européennes et pas de françaises, pour qu'elles aillent et qu'elles aient sur des marchés internationaux et rattraper un peu ce gap qu'on peut avoir par rapport aux États-Unis. On l'a dit, les États-Unis, c'est un marché de 300 millions de personnes. Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent et qui agissent à l'échelle européenne
et pas juste je suis français, je m'internationalise en Espagne, ce qui est déjà très bien. Mais est-ce qu'il y a une politique, une idée des gens qui s'activent à internationaliser les startups européennes, quel que soit leur pays d'origine, en dehors de l'Europe? Juste un petit détail sur les fonds. Moi, je trouve que les fonds régionaux, disons, par pays, ont de plus en plus financé des startups qui ne sont pas exactement dans leur pays, dans le fond, il est né, en fait. Donc, par exemple, on trouve plus facilement des financeurs allemands qui vont financer des startups françaises ou ailleurs, en fait. Peut-être les nordiques sont plus... on trouve peut-être plus de fonds nordiques qui restent sur les pays nordiques, mais voilà, ça reste quand même un ensemble de pays européens. Mais je trouve que cette mentalité a un peu changé et je trouve qu'une start-up actuellement, c'est difficile de ne pas se projeter à l'international. Donc je pense que tous les fonds, surtout quand on parle de série A, en fait, tout le monde dit, voilà, moi je vais aller là-bas et ces fonds européens vont en fait financer cette partie. Je ne crois pas qu'il y ait de structure européenne pour aider les startups. Je crois que c'est des missions qui sont dans chacun des pays. Mais je suis assez d'accord pour dire qu'aujourd'hui, si on prend le monde du venture, sur le domaine des scale-up et des fonds, c'est un petit peu différent. Mais sur les ventures, maintenant, ça devient de plus en plus des fonds européens, avec une vision européenne. On le voit bien. Plein de startups commencent à être financées sur des fonds qui ne sont pas forcément du pays d'origine. Mais après, il faut faire l'effort. Hein. Attention, hein, ça veut dire qu'il faut aller pitcher en anglais, il faut faire l'effort. Ça ne tombe pas tout seul dans un paquet bonus. C'est ce que disait Frédéric Bazzella ce matin. Il faut aller ouvrir des portes. Même lui a dû, pour sa nouvelle start-up, Captain Cause, a été frappé à 35 différentes portes avant d'avoir quelque chose. Tu voulais ajouter autre chose, Andrea? Oui, en fait, il a le European Institute of Technology, si je ne me trompe pas. Mais après, je ne connais pas tous les programmes qu'ils ont, mais je suis sûre qu'ils doivent donner le support à l'international. Alors, on a le temps pour une dernière question. Une remarque, bonjour, Richard Goffre. Donc moi je suis cabinet Heming qui est juste au-dessus dans les logos. Et effectivement, il existe l'EIC Accelerator qui permet aux entreprises européennes, pan-européennes et aux startups, PME au sens communautaire d'aller lever jusqu'à 15 millions en equity. La problématique, c'est que le taux de succès est de 4%. Donc on va d'abord apprendre à marcher avant d'aller chercher des financements européens de ce type-là. Mais effectivement, il y a des outils et une réflexion européenne pour financer les PME sur des marchés internationaux en premier lieu. Merci. Voilà, écoutez, j'espère qu'on vous a donné quelques éléments de réponse, l'envie d'aller vous développer à l'étranger, des pistes pour savoir quoi faire, où aller, et puis surtout, certains de nos intervenants restent là encore pour le reste de la journée, donc n'hésitez pas à aller parler avec eux plus en détail de leur aventure. Je vous invite également à suivre leur profil LinkedIn, c'est toujours très important, et pour savoir ce qu'ils postent, leur vie, les suivre et s'intéresser aux aventures des grands comme OVH Cloud ou Nvidia, ou des un peu moins grands pour l'instant, comme Illumo Robotics ou Nanomate. Voilà. Merci à vous et je vous souhaite une bonne reste de conférence.